J'espère que tout roule pour vous, que la forme est au rendez-vous. Avant de plonger dans le vif du sujet, un sujet glissant, épineux, presque suicidaire à aborder, il faut que je vous dise, ce que vous allez entendre ici risque fort de faire grincer des dents, de provoquer des contresens, des accusations gratuites et des procès d'intention. On est en Algérie, n'est-ce pas? Lire entre les lignes, interpréter avec subtilité, très peu pour nous. Ici, on attrape des bribes de discours, on les arrache à leur contexte et puis on en fait des slogans. Ah, regardez, ils préparent un putsch. Ils veulent que les chars débarquent. Ils rêvent de renverser le pouvoir par la force. Voilà le refrain. Et à chaque fois, on nous colle une étiquette, on nous fait dire ce qu'on n'a jamais dit. Permettez-moi de poser tout de suite le cadre, histoire qu'on ne vienne pas me faire dire ce que je n'ai jamais dit. Je suis, et je l'affirme sans détour, un homme de principe, un défenseur farouche de la légitimité civile. Pour moi, le pouvoir politique doit toujours tenir les rênes loin devant les bottes et les galons. Un gouvernement guidé par les casernes, très peu pour moi. La présence des militaires dans les couloirs du pouvoir, je m'en méfie comme de la peste. Cela fait des années que je dénonce, que je m'insurge contre cette tentation de transformer les armes en outils de gouvernance. Ce combat, je le mène à travers mes écrits, mes chroniques, depuis les premières lignes sur Algérie Focus jusqu'au dossier fouillé sur Algérie Part. Mon engagement est clair, sans ambiguïté. Jamais je n'ai applaudi l'ombre des militaires planant sur la sphère politique. Cela dit, soyons clairs, dans le cas bien particulier de l'Algérie avec son passé politique tourmenté, sa mécanique institutionnelle singulière, et surtout le poids considérable de ses généraux sur l'échiquier national, il faut faire la nuance entre ce que l'armée est censée faire et ce qu'elle fait réellement. Constitutionnellement, les militaires n'ont rien à voir avec les décisions politiques. Ce n'est pas leur mission. La mission, c'est agir dans le cadre qu'impose la loi, c'est gouverner parce qu'on a été élu ou désigné, c'est tracer les grandes lignes de développement, choisir une direction et la faire suivre à toute une nation. Le rôle, lui, c'est autre chose, c'est peser dans l'ombre, influencer sans forcément apparaître. Et ce rôle-là, l'institution militaire algérienne l'a toujours joué, parfois pour le meilleur. Car non, ce n'est pas systématiquement néfaste, tout dépend du contexte. Généraliser serait une erreur. Je l'ai répété à maintes reprises, chaque fois que les trois piliers du système algérien marchaient, d'un même pas le pays avançait droit. Quand l'état-major, la présidence et les services de renseignement parlaient, d'une seule voix, la machine tournait sans grincer. Ces trois entités, c'est le triangle d'or du pouvoir en Algérie. Et quand ce triangle formait une base solide sans tiraillement ni rivalité stérile, l'édifice tenait bon. Pas de miracle, juste une cohésion interne. Entre 2004 et 2014, on a frôlé l'alignement des planètes, croissance soutenue, calme sécuritaire, chantier d'infrastructures à l'appel, indicateur de développement humain qui prenait enfin des couleurs. Une décennie bénie, probablement la plus prospère depuis l'automne 1988. On peut toujours débattre des détails, mais sur le fond, cette période reste un sommet rarement égalé. J'irai même plus loin, à bien y regarder, même les périodes qu'on aime idéaliser ne soutiennent pas la comparaison. Jamais l'Algérie n'avait vu autant de béton couler pour loger sa population, autant de bitume déroulé pour relier ses villes, autant de briques posées pour bâtir des écoles et des universités flambant neuves. Entre 2004 et 2014, le quotidien des Algériens a changé, et pas qu'un peu. Le niveau de vie a grimpé, les chiffres économiques souriaient, les tableaux sociaux passaient enfin au vert. Pourquoi? Parce que les caisses étaient pleines à craquer. Grâce à l'or noir, les projets pleuvaient. On voyait sortir de terre des infrastructures grandioses, l'autoroute Est-Ouest, la grande mosquée d'Alger, des stades tout neufs, un centre de convention à Club des Pins et même des métros, des trams, des barrages, sans oublier les usines de dessalement. Ce n'était pas un rêve, c'était écrit, budgétisé, exécuté. Tout cela s'est mis en place au cours de cette décennie miraculeuse. Même les projets sortis de terre après 2014 n'étaient pas nés du hasard ni d'un éclair de génie tardif. Tout ou presque avait été pensé, couché sur papier, calibré dans les moindres détails, à travers les fameux plans quinquennaux qui couvraient la période 2014-2024. Pourquoi une telle fluidité? Parce qu'à l'époque, les têtes pensantes du régime, le président BF, le général G. Salah, aux commandes de l'armée et TFI à la tête des renseignements, jouaient en la carte de l'entente. Ils n'étaient pas toujours d'accord sur tout.
Il y avait des frictions, quelques égos qui se frottaient, mais rien de paralysant. Le cap lui restait commun. Sur les grandes orientations, sur les questions d'État, sur les politiques publiques, sur les leviers régaliens, les trois hommes avançaient dans le même sens. Ils parlaient, le même langage, vibraient sur la même fréquence et ça se ressentait, le pays tenait debout et avançait. Mais dès que l'équilibre se brise, dès qu'un des trois centres de gravité commence à écraser les deux autres, à faire cavalier seul, à ignorer l'armée d'un côté et les services de l'autre, alors là, le chaos s'installe. Quand le pouvoir se centralise au point d'exclure les partenaires naturels de la gouvernance, ceux censés équilibrer, alerter, participer à la stratégie d'État, c'est la machine qui déraille. Et ce déséquilibre, quand il devient structurel, ouvre la voie aux décisions mal calibrées, à l'improvisation permanente et à un climat politique tendu, instable, souvent ingouvernable. Voilà ce qui se passe quand un sommet devient une pyramide à une seule tête. Nous sommes en 2025 et ce n'est plus un constat, c'est un naufrage à ciel ouvert. L'Algérie version Tebboune évolue en pleine zone de turbulence. Les renseignements fantômes, plus de TF à la manœuvre, plus de visages identifiables à la tête des services. L'appareil est décapité. Celui qu'on encensait hier comme le dernier rempart du régime Nasr-Jin s'est volatilisé. Exil, arrestation, prison. Les versions divergent, mais ce qui est sûr, c'est qu'il est passé du statut de sauveur à celui de paria en un claquement de doigts. On l'a brûlé sur la place publique après l'avoir porté au nu. Et depuis, c'est le chaos dans les coulisses du renseignement, aucune ligne directrice des factions en guerre des antennes, qui ne se parlent plus, des services fragmentés, déconnectés, presque ennemis entre eux. Un corps sans tête, incapable de respirer, encore moins de défendre l'État. Aujourd'hui, à Alger, la présidence ne dirige plus seulement, elle règne, elle verrouille, elle contrôle, jusqu'au dernier détail. Même les doléances des investisseurs ou les petits soucis administratifs des Wallis atterrissent sur le bureau présidentiel. Depuis 2023, sans même attendre son second mandat, Tebboune a méthodiquement aspiré toutes les parcelles de pouvoir vers lui, les concentrant dans un cercle réduit de conseillers triés sur le volet. Franchement, depuis Boumedienne, on n'a jamais vu un président avec autant de latitude. Ni Chadli, ni Zeroual, ni même Bouteflika dans ses grandes heures n'ont cumulé une telle autorité solitaire. Il a redessiné la Constitution à sa mesure, neutralisé les contrepoids politiques. Et aujourd'hui, il n'existe aucun parti, aucune force, aucune voix capable de le questionner, de le tempérer ou simplement de partager un morceau du pouvoir. Il gouverne seul et personne n'ose frapper à la porte. Et c'est là que les projecteurs se tournent aujourd'hui vers un personnage clé, Saïd Chengria. Ce nom censé incarner autorité et stabilité est devenu le symbole silencieux d'un laxisme stratégique. Par sa passivité, son manque d'impact, son absence d'initiative, il a laissé la voie grande ouverte aux dérives de la présidence. Il faut le dire, au sommet de l'État, c'est un hyper-présidentialisme assumé où le chef de l'État concentre tout, absolument tout. La Constitution lui donne les pleins pouvoirs chef suprême de l'armée arbitre, de la justice patron, de l'économie architecte des décisions urgentes. Le tableau est clair, en Algérie, le président n'est pas seulement au-dessus de la mêlée, il en devient le centre absolu, sans partage, sans opposition. Et si l'un des rares à pouvoir équilibrer ce pouvoir Chengria baisse les bras, alors la République devient un monologue. Autrefois, il existait un contrepoids, un vrai. La présidence, aussi ambitieuse fût-elle, ne pouvait pas faire cavalier seul sans se heurter à deux murailles, l'état-major et les services de renseignement. Ces hommes-là, solides, respectés, avaient la stature nécessaire pour dire non, pour recadrer, pour calmer les ardeurs présidentielles. Ils pouvaient frapper à la porte du palais et dire sans trembler « Monsieur le Président, là vous dérapez. Là vous vous égarez. Ce cap-là, ce n'est pas le bon. Il est temps de revoir la copie. » Ce n'était pas une opposition frontale, mais une voie de raison, un garde-fou institutionnel. Une époque où l'équilibre du pouvoir n'était pas une illusion. C'est là que le vrai danger commence à se dessiner pour le pays. Sous Tebboune, le système est devenu une mécanique sans garde-fou, un moteur fou tournant en roue libre. Pendant des années, on nous a vendu l'image d'un président pantin, d'un homme de paille manipulé par les coulisses du pouvoir. Et voilà que, surprise, ce pantin dirige en solo. Il tient les rênes et pas qu'un peu. Sur les lois de finances, il tranche.
En politique étrangère, il dicte la ligne. Sur les dossiers sécuritaires, son entourage gère tous ses conseillers sont devenus des sortes de super-ministres omniprésents, omnipotents. Et pourquoi tout cela? Parce que l'armée, autrefois pilier du pouvoir, est aujourd'hui réduite au silence. Elle n'a plus de poids, plus d'aura, plus de rôle stratégique. Elle s'est effacée, et ce vide, il est dû en grande partie à un homme, Saïd Chengria, un chef d'état-major qui semble s'être fondu dans l'ombre présidentielle, incapable d'imposer le moindre équilibre, ni même de se faire entendre à égalité. Il fut un temps pas si lointain où les chefs d'état-major n'étaient pas de simples exécutants. Ils dialoguaient d'égal à égal avec les présidents de la République. Certes, sur le papier, le président reste le supérieur hiérarchique, le commandant en chef. Mais dans la réalité algérienne, l'armée n'est pas un ministère comme les autres. Son poids politique, son influence historique, son ancrage dans l'appareil d'État faisaient du chef d'état-major une figure incontournable. Il n'était pas seulement consulté, il était écouté. Il n'était pas juste un collaborateur, il était une voix, un relais stratégique, parfois même la conscience du pouvoir. Le président tendait toujours l'oreille quand ce dernier parlait, car derrière chaque mot, il y avait l'équilibre de tout un système. Alors moi, je vais droit au but, Monsieur Chengria. Est-ce que vous mesurez vraiment la portée de vos actes ou de vos silences? Réalisez-vous à quel point votre inaction pèse lourd face aux responsabilités qui sont, ou plutôt qui devraient être, les vôtres? Est-ce que parfois, dans le calme d'une nuit sans micro, vous vous interrogez sur ces absences, sur ces non-décisions qui vont marquer l'histoire? Ce n'est pas un reproche gratuit, c'est une interpellation. Parce qu'un jour ou l'autre, la conscience frappe à la porte. Et quand elle viendra, elle vous rappellera que vous avez failli. Oui, failli à vos devoirs les plus sacrés envers la nation. Prenons un cas bien réel et pas des moindres. Imaginez un instant le président Tebboune et sa garde rapprochée s'autorisent à jouer avec le feu en allant provoquer la Russie. Oui, la Russie, ce même allié stratégique qui forme nos officiers, équipe notre armée, modernise nos défenses, pour qu'on ne reste pas à la traîne face aux puissances régionales. Et comment choisissent-ils de le faire en balançant une pique-pas dans un débat diplomatique de haut niveau? Non, mais via une émission d'Algérie, 24 News, une chaîne publique avec en première ligne une journaliste visiblement perdue entre amateurisme et légèreté, balbutiant maladroitement sur un mot mal compris, campion. Résultat, un affront direct au chef de la diplomatie russe. Et là, silence radio côté militaire. Pas un mot, pas une réaction, pas même un froncement de sourcils de Chengria. Rien. Comme si l'armée algérienne n'avait plus de voix. Comme si humilier notre partenaire clé n'était qu'un détail. Ils n'ont même pas levé le petit doigt. Rien. Pas un geste, pas un mot. Et pourtant, dans un contexte aussi explosif, on aurait pu s'attendre à un sursaut. Mais non. À une autre époque, ce genre de dérapage aurait été impensable. Sous Bouteflika, Zeroual ou même Chadli jamais, je dis bien jamais, un président n'aurait osé franchir une ligne rouge avec un allié stratégique comme la Russie sans en référer à l'armée. Ce n'était pas juste une question de protocole, c'était une ligne de sécurité nationale. L'institution militaire autrefois avait son mot à dire. Elle savait poser des limites, elle savait dire non. Imaginez une seconde Gaïd Salah, toujours en poste, pensez-vous, qu'il aurait toléré qu'une chaîne d'État vienne ridiculiser la diplomatie algérienne lors d'une conférence de presse à Moscou devant le ministre des Affaires étrangères russe? Impossible. Ce genre de scène, sous son autorité, n'aurait tout simplement jamais existé. Ce genre de folie diplomatique, jamais Lamari, jamais Gaïd Salah ne l'aurait laissé passer. Il faut être clair, permettre à El Mouradia de jouer avec l'incendie, c'est déjà avoir perdu la notion du risque. Et là, on ne parle pas d'une étincelle sans conséquence, on parle de froisser la Russie. Oui, la Russie. Le fournisseur numéro 1 de notre arsenal militaire, l'instructeur en chef de nos officiers, l'architecte discret de notre puissance navale aérienne et même de nos unités d'élite. Toucher à cet équilibre, c'est comme danser pieds nus sur des braises. Et aucun des chefs d'état-major que je viens de citer n'aurait permis qu'on transforme notre relation stratégique en terrain de jeu pour amateurs en quête d'adrénaline politique. Chengria, soyons clairs, personne ne vous demande de renverser le président ni de prendre les commandes à sa place. Il ne s'agit pas ici de suggérer un coup de force, ni de vous ériger en maître du jeu politique.
Ce que l'on attend de vous, c'est autre chose. C'est ce que votre fonction exige naturellement du dialogue, de la fermeté, de la lucidité. Vous auriez pu et vous auriez dû solliciter un entretien avec le chef de l'État, le regarder dans les yeux et lui dire calmement mais clairement « Monsieur le Président, permettez-moi de vous alerter. Ce choix-là, cette orientation, ce discours, c'est une erreur, une faute de jugement, et elle n'est pas sans conséquence. Voici pourquoi cela nuit à nos intérêts. Voici ce que cela peut provoquer, et voilà où ça pourrait nous mener. » Ce n'est pas un affront, c'est un devoir. Un chef d'état-major digne de ce nom n'est pas un spectateur muet, mais un équilibriste silencieux qui veille à ce que le pouvoir reste debout. Un vrai chef d'état-major, ce n'est pas celui qu'on promène de cérémonie en foire agricole, à planter un arbre ici, à découper un ruban là, à sourire devant les caméras, pendant que le président tient ses grands discours. Non, ça c'est un figurant, une décoration, une silhouette décorative dans le décor du pouvoir. Le véritable chef d'état-major lui porte en lui la gravité de sa mission. Il sent quand les lignes bougent, il comprend les tensions. Il représente une institution, la colonne vertébrale de l'État, l'armée. Et quand les fondements de la sécurité nationale tremblent, c'est à lui d'agir. Quand on commence à tendre les relations avec Moscou, à provoquer la Russie, notre principal partenaire militaire, notre fournisseur stratégique d'armement, ce n'est pas un détail. C'est un signal d'alarme, et un chef d'état-major, un vrai, ne reste pas les bras croisés face à un tel danger. Et on va s'armer chez qui maintenant, dites-moi, chez les Turcs? Vraiment, ce serait donc avec leurs fusils qu'on irait faire face à nos ennemis, ceux-là même qui, pendant qu'ils nous tapent dans le dos en public, glissent des munitions à nos rivaux en coulisses. Il faut rester lucide, et surtout cohérent. Abdelmadjid mérite qu'on lui parle franchement avec les formes. Bien sûr, il reste le chef de l'État, mais le statut ne fait pas l'infaillibilité. Un président, aussi haut placé soit-il, peut se tromper, surtout lorsqu'il est mal conseillé, isolé dans une bulle de courtisans comme les Tebboune. Ce qui m'échappe totalement, c'est ce silence du général Tchengria. Pourquoi ne dit-il rien? Pourquoi ne joue-t-il pas son rôle? Le silence dans ce contexte, c'est presque une complicité. Monsieur le Président, l'épisode de Moscou avec Sergueï Lavrov restera dans les annales, mais pour les mauvaises raisons. C'est plus qu'un faux pas diplomatique, c'est une gifle à notre crédibilité, une tache sur l'image de l'Algérie et un vrai coup porté à nos intérêts stratégiques. Ce qui s'est produit là-bas n'est pas seulement embarrassant, c'est inquiétant. Et devinez qui n'a pas perdu une seconde pour en profiter. Le Maroc, évidemment. Nos voisins ont sauté sur l'occasion, récupérant ce cafouillage avec brio pour renforcer leur lien avec Moscou. Résultat. Tandis que nous perdons pied, eux avancent leurs pions et se rapprochent doucement, mais sûrement d'un partenaire qui autrefois était l'un des nôtres. Une bourde diplomatique transformée en cadeau géopolitique à notre principal rival. Tchengriha. Il ne lève même pas le petit doigt. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il ne possède ni fibre politique, ni véritable épaisseur stratégique. Ce n'est pas qu'il ne sait pas, c'est qu'il ne veut pas. Habitué à régner en solitaire, à concentrer toutes les manettes entre ses mains, il s'enferme dans une tour d'ivoire exclusivement militaire. Pour lui, l'essentiel, c'est d'écraser toute forme de contradiction, de régner sans partage sur l'armée, d'éliminer les voix discordantes. Mais dites-moi à quoi bon être le roi dans une forteresse vide? À quoi bon diriger une institution si personne ne la respecte, si elle est exclue des débats cruciaux, si sa voix n'a plus de poids quand il s'agit de sécurité nationale? L'autorité sans influence, c'est du vent. Et ce vent, aujourd'hui, souffle dans le vide. Mais explique-moi, Tchengria, franchement, pourquoi t'asseoir à cette table du Haut Conseil de sécurité nationale si au final tu regardes en silence pendant que le président et sa bande sèment la zizanie avec Moscou? Pourquoi porter ce titre ronflant si tu ne lèves pas le petit doigt quand on piétine le respect dû à notre allié militaire numéro 1? Tu y fais quoi là-haut? Tu chauffes la chaise. Si tu n'es pas capable de sonner l'alarme quand nos intérêts stratégiques sont menacés, alors autant rendre ton badge. Parce qu'être membre d'un conseil sans défendre la sécurité, c'est comme un pompier qui regarde un incendie en sirotant son café. Et puis, franchement, on touche le fond avec certains comportements complètement délirants qu'on n'aurait jamais imaginés sous les anciens présidents.
Prenons un exemple limpide, jamais au grand jamais un chef d'État algérien n'avait osé trimballer son directeur de cabinet ou son responsable com dans des réunions hautement sensibles, là où il est censé discuter stratégie et sécurité avec les têtes pensantes de l'armée. Depuis quand un communicant ou un chef de bureau a son mot à dire dans une entrevue confidentielle entre le président et l'état-major? Depuis quand on invite des civils dans les coulisses de la défense nationale? Ce sont des dossiers classés secret défense réservés exclusivement à ceux qui ont les galons et la responsabilité. Ce n'est pas un théâtre où chacun vient jouer son rôle. Soyons clairs, ni Boubouem ni Kamsaï n'ont vocation à mettre leur nez dans les secrets défense de la nation. Ce ne sont pas leurs affaires. Même Befri, qu'on ne peut pas accuser de manquer d'autorité vu comment il a écarté Mohamed Amari et dégagé le général Touf en 2015, n'a jamais franchi la ligne rouge. Jamais il n'a traîné ses conseillers dans des réunions militaires. Jamais il n'a envoyé son directeur de cabinet ou son chef de com jouer les ambassadeurs auprès de l'état-major. Chez lui, c'était clair, GSH ne traitait qu'avec B-FIC, en ligne directe sans filtre, sans courroie, intermédiaire. Et Boutieff, pareil, il ne parlait qu'à G-Salah. C'était une affaire de militaire point. On ne badine pas avec la sécurité nationale. Et même dans les démocraties les plus huilées, genre ici en France, personne ne verrait le DIRCOM de l'Élysée poser son séant à côté de Macron quand ce dernier consulte les chefs militaires. Pareil pour son directeur de cabinet, il ne met pas un pied dans une salle où circulent des infos classées secret défense. Les rôles sont définis, les limites sont claires. On ne mélange pas les stylos dorés des cabinets avec les jumelles de l'armée. Chacun son périmètre, chacun son mandat. Soyons francs, voir l'institution militaire réduite à un rôle secondaire, c'est une menace bien réelle pour la stabilité du pays. Pourquoi? Eh bien, en Algérie, et je vais tenter d'être aussi limpide qu'un cours de terminale pour les plus sceptiques, on ne peut pas diriger un pays aussi vaste, aussi riche d'histoire et aussi marqué par ses traumatismes avec un seul centre de pouvoir qui fait « tout décide de tout, contrôle tout ». Je le dis sans détour et je m'adresse ici à ceux qui réfléchissent, à ceux qui comprennent les équilibres profonds. Oui, vous l'élite, quand le pouvoir est concentré entre les mains d'un seul bloc, les dérapages sont inévitables. L'Algérie, avec ses cicatrices de la guerre de libération, ses années noires face au terrorisme et ses complexités géopolitiques, a besoin d'un trio de pôles décisionnels. Un équilibre, 3 centres de gravité qui collaborent, se corrigent, s'informent mutuellement. C'est seulement ainsi qu'on peut prendre des décisions justes, éclairées, solides. Sinon, on navigue à vue. Et à ce jeu-là, c'est toujours le peuple qui paie la casse. Trop de pouvoir concentré entre les doigts de Tebboune et de l'autre côté, un Saïd Chengria qui reste figé spectateur d'un film dont il devrait pourtant être un acteur. Et qu'obtient-on comme résultat? Un désastre diplomatique en pleine lumière, un pilotage à vue des relations extérieures et une perte totale de repères stratégiques. C'est un vrai festival de contradictions. Un jour, devant Washington, il murmure qu'il rêve d'une paix retrouvée avec Rabat. Le lendemain, face aux caméras parisiennes, il durcit le ton « le Maroc ». Jamais de la vie, c'est l'adversaire juré. Puis devant les journalistes nationaux, il remet une couche. Aucun pardon pour nos voisins de l'Ouest, c'est le diable en personne. Mais quand un émissaire de Trump débarque, changement de décor, changement de ton et discours sur mesure. Voilà comment on brouille les cartes, perd la crédibilité et joue aux équilibristes sur le fil de la politique étrangère. Tu cherches la confrontation avec Moscou, tu tires à boulet rouge. Sur Abu Dhabi, tu t'embrouilles avec Riyad et tu entres en guerre froide avec Bamako. Mais c'est quoi ce cirque? On dirait une diplomatie version roulette russe. Tout ça, c'est le fruit pourri d'un système où un seul centre de pouvoir décide pour tous, sans contrepoids, sans débat, sans frein. Et forcément, quand une seule tête pense ou croit penser pour tout un pays, on glisse doucement vers la dérive. Les maladresses deviennent quotidiennes, les fautes s'empilent, et surtout, personne n'ose lever le petit doigt pour dire « et on fonce dans le mur ». Est-ce la peur, peut-être? Mais plus inquiétant encore, et si c'était juste le vide, l'absence totale d'équipe autour, pas un conseiller digne de ce nom, pas un cabinet capable d'éclairer la lanterne du chef d'état-major. Personne pour lui dire « voici les dossiers brûlants, voici les angles à adopter,
Voici où vous devriez agir. Silence radio. Shengria ne dit mot. Pourquoi? Non pas par ignorance, mais par choix, il préfère ne pas froisser son président tout-puissant. Il a besoin que Tebboune règne sans partage, car c'est en profitant de cette monarchie déguisée qu'il maintient sa mainmise sur l'armée. Et pendant ce temps, les cellules se remplissent de galonnés, des généraux enfermés par dizaines, des officiers supérieurs jetés en prison comme s'ils étaient des voleurs de poules. Un vrai chef d'État, il n'aurait jamais toléré cette purge. Il aurait mis le holà. Mais ici, on a choisi la pente glissante, celle où l'on érige le déni en méthode de gouvernance. Les erreurs, elles deviennent des éclairs de génie. Les absurdités, des décisions visionnaires. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est que vous ne comprenez rien. Ici, l'opposition n'est plus un droit, c'est une preuve de trahison. Être contre, c'est devenir l'ennemi. Et pendant ce temps, eux s'autoproclament les seuls éclairés dans une nation qu'ils gouvernent à l'aveugle. Avec une telle façon de diriger, ce n'est certainement pas la stabilité qu'on obtiendra. Alors je le répète, sans détour et sans haine, Monsieur Chat, vous avez manqué à l'appel. Il ne s'agit pas d'un outrage, encore moins d'une insulte ou d'une diffamation. C'est simplement le cri d'un citoyen algérien profondément inquiet pour l'avenir de son pays. Une main tendue, un appel à la lucidité, un sursaut de responsabilité. Vous portez une lourde charge sur vos épaules et il est temps de la reconnaître. Car demain, les générations montantes ne retiendront pas les excuses, elles retiendront les fautes. Et ces fautes, si elles ne sont pas corrigées, risquent de coûter cher, très cher à notre sécurité nationale.